Good. Bon, ben ça l'enregistre. Parfait, on peut commencer. Super, donc on va pouvoir commencer cette formation-là. Donc, essentiellement, pour bien paraître puis que les gens aient envie de travailler avec vous dans un discours devant une assemblée de délégués de diplomates, il y a 3 trucs qu'il faut bien faire essentiellement. Je vais les amener en ordre de ce que les gens remarquent en général. Donc, la première chose que les gens vont remarquer en général, c'est la forme. Ensuite, ils vont remarquer la structure, puis finalement le contenu. Très important d'avoir les 3, même si vous avez une bonne forme et une bonne structure, si votre discours est vide, les gens ne voudront pas vous écouter, puis en fait, ils vont carrément pas vous écouter, étant donné que vous êtes dans une grande salle avec beaucoup de gens qui vous écoutent et que les périodes sont très longues. Il faut vraiment se battre pour avoir l'attention des gens. Après plusieurs heures de simulation, la deuxième journée, les gens ont plus envie de vous écouter à la base, donc vraiment de convaincre que vous méritez leur attention, c'est quelque chose qui est assez difficile en soi. Donc c'est pour ça que ça prend vraiment les 3. La forme a 3 principaux sous-aspects, volume, intonation, émotion. Donc là, le volume avec lequel je parle est suffisant pour une salle de cette grandeur-là, une foule de cette grandeur-là. Mais si vous êtes devant une assemblée qui est beaucoup plus grande, bien évidemment, il faut parler plus fort. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour tout le monde. Là, heureusement, je pense qu'on va avoir un micro. Vous voulez aussi ajuster votre volume en fonction du micro. Mais c'est sûr que si vous parlez comme ça, puis que vous n'avez pas vraiment d'intonation, puis qu'il n'y a pas beaucoup de vitalité dans votre voix, ben les gens ne vous écouteront pas parce que vous parlez au même temps que tout le monde. Si vous arrivez après quelqu'un et que vous faites juste rehausser un peu le volume par rapport au discoureur précédent, ben tout de suite, ça claque l'attention. Même chose au niveau de l'intonation. C'est important de ne pas toujours garder le même ton tout au long de votre discours, surtout que les discours peuvent aller jusqu'à peut-être 1 minute 30, dépendamment de comment vous allez décider de régler le temps des discoureurs. Ben, 1 minute 30, toujours sur la même intonation, ça devient très lassant, très fatigant, et encore une fois, vous perdez l'attention des gens. Donc c'est important de varier l'intonation, de mettre de l'emphase sur les points que vous trouvez plus importants. Quand vous dites que vous êtes profondément navré par une situation, ayez l'air profondément navré, et laissez l'intonation le faire paraître. Même chose pour l'émotion. Si vous y allez plus avec un discours qui est plein de statistiques, de faits, vraiment basé sur la logique, ayez une émotion qui reflète ça. Soyez sterne, ayez un ton fort mais ferme. Dans le fond, ayez une émotion qui correspond au contenu que vous essayez de traduire. Si au contraire, vous voulez plus faire des appels à l'émotion, de parler de la pauvre situation des enfants en Afrique qui meurent de faim, ben il faut avoir un peu d'émotion dans la voix. Donc essayez d'ajuster ça en fonction de ça. Fait que ça, c'est pour la forme. Est-ce qu'il y a des questions pour la forme? Oui? C'est juste un point à rajouter d'expérience, c'est l'articulation. Oui. Même s'il y a un micro, il a une bonne qualité, c'est sûr, mais on a tendance à parler un peu vite, et puis ça va peut-être avoir tendance à grésiller. Et du coup, ça paraît pas très clair. Alors que si on se pose, et puis on a une très bonne articulation, c'est oui. des détails en plus qui feraient que c'est plus agréable à l'écoute. Très bon point, très important de bien prononcer ces mots, quitte à se ralentir un peu son débit pour mieux prononcer. J'avais oublié que le micro, justement, était très... pardonnait peu de choses, en fait, peu de défauts de prononciation. Faire attention au P, au F, au S, tous ces sons-là auxquels les micros sont sensibles. Évidemment, c'est à faire attention aussi. Tu as une question? Oui. As-tu des conseils pour, genre, s'améliorer ou pratiquer la forme? C'est sûr qu'il y a toujours le problème de l'anxiété. En fait, l'anxiété est le principal problème que les gens rencontrent quand ils veulent avoir l'air confiant quand ils s'expriment en public. Évidemment qu'on ne peut pas avoir l'air confiant si on est trop anxieux. L'anxiété, on s'en débarrasse vraiment à l'habitude. Donc, trouvez-vous le plus d'occasions possible de parler en public. Et c'est vraiment comme ça qu'on se débarrasse là, de l'anxiété. Sinon, évidemment, qu'un discours bien pratiqué et bien mémorisé peut aider à éviter l'anxiété aussi. Par contre, c'est pas quelque chose que vous aurez l'occasion d'utiliser tout le temps durant la fin de semaine de la CIFLA, étant donné qu'il y a beaucoup de discours que vous devrez écrire en cours de route et que vous n'aurez pas forcément le temps de pratiquer. Germaine? Oui, c'est pas vraiment une question, c'est juste pour répondre à mon collègue. Pour l'anxiété, ce que j'ai comme technique personnellement, c'est la technique du miroir. C'est-à-dire qu'avant le jour J, même si tu as bien pratiqué ton discours, tu sais ce dont tu vas parler, tu connais le contenu et tout, n'empêche que devant le miroir, tu le pratiques, comme David l'a expliqué, tout ce qui est ton, émotion, articulation, tu le fais devant ton miroir 2-3 fois. Et ensuite, tu regardes la manière dont tu fais tes expressions faciales devant le miroir.
et ça aide beaucoup pour réduire beaucoup l'anxiété. Donc, il y a plein de trucs personnels que vous pouvez utiliser pour combattre l'anxiété. L'intention principale, c'est d'avoir l'air confiant devant la foule. Un discoureur qui a l'air confiant, on a plus tendance à l'écouter puis à avoir envie de travailler avec lui. Les 3 principaux trucs que vous pouvez utiliser pour ça, c'est de varier le volume, l'intonation et l'émotion dans votre voix en fonction de ce que vous êtes en train de dire. C'est sûr que si votre forme n'est pas bonne, dès le départ, vous allez avoir plus de misère à garder l'intention des gens. Un autre truc que les gens vont remarquer et auquel ils vont accrocher, c'est la structure. Il va y avoir un temps délimité durant vos discours. Ça peut aller de 30 secondes jusqu'à 1 minute 30 à la volonté des délégués. La chaire, le titre... La présidence cognera d'un coup 10 secondes avant la fin de votre temps. Et c'est important d'avoir, dans le fond, une bonne gestion de la structure de cette période-là qu'on vous donne pour vous exprimer. Donc, premier point, vraiment le plus crucial, ça vous prend une phrase d'intro puis une phrase de conclusion. La phrase d'intro, elle est vitale pour réveiller votre auditoire qui va peut-être être amorphe ou un peu endormi là, de la longueur des processus et tout ça. Donc, ça prend de quoi de choquant au niveau du ton d'intonation, mais au niveau du contenu aussi, une déclaration choc pour commencer, pour ouvrir le bal et récupérer l'attention des gens. Ça vous prend une phrase de conclusion. Aussi, choquante pour avoir l'attention des gens, les convaincre, tout ça, parce que les gens sont plus réceptifs en fin de discours. Mais ça vous prend aussi quelque chose que vous pouvez vraiment glisser à n'importe quel moment de votre discours. C'est-à-dire que, dépendamment de comment vous parlez plus ou moins vite à l'avant, ça se peut que vous ayez besoin de couper votre discours quand la présidence va donner son coup sur la table. Donc, ça vous prend une phrase qui est assez courte, avec laquelle vous pouvez interrompre votre discours à n'importe quel moment. Donc, ça prend de quoi qui est assez général, assez versatile, mais en même temps assez percutant pour qu'il y ait un effet choc de fin de discours. Donc, ça vous prend quelque chose qui va fitter dans une fenêtre de 10 secondes, que vous pouvez justement glisser à n'importe quel moment en cas de pépin au niveau de la gestion du temps. La gestion du temps, justement, c'est de prévoir quelques phrases clés, donc une intro, une conclusion, probablement une phrase de milieu, que vous meublez ensuite entre chaque pour, dans le fond, s'assurer que vous ayez le plus de temps possible pour avoir le plus de temps pour exprimer vos idées, mais sans vous faire interrompre non plus par la présidence, ce qui est vraiment pas souhaitable. Un point qui est intéressant, c'est que oui, c'est plaisant de remplir son temps parce qu'on a plus de temps pour exprimer plus d'idées, mais c'est pas nécessaire. Si vous avez un discours de 1 minute 30 et que vous avez pour 45 secondes de discours de préparer, inventez-vous pas un autre 45 secondes de discours juste pour meubler. Les gens n'ont rien à cirer, ce qu'ils veulent entendre, c'est ce que vous avez vraiment à dire. Donc, c'est acceptable de ne pas remplir tout son temps. Et vous n'allez pas vous sentir mal de léguer le reste de votre temps à la présidence à la fin d'un discours. Dernier truc au niveau du temps, c'est les pauses. Vous ne voulez pas parler trop vite. Vous voulez prendre un certain nombre de pauses. Un des meilleurs orateurs de l'histoire de l'humanité, Barack Obama, bégaye, de la misère à prononcer, naturellement, de la misère à s'exprimer en public. Est-ce que vous vous souvenez, là, j'avais un ordinateur que j'aurais bien voulu utiliser pour vous montrer, mais une des techniques qu'il utilise, c'est qu'il va faire des phrases comme ça et faire des pauses entre ses énonciations qui paraissent donner de l'importance à ce qu'il raconte, mais en fait, lui donne le temps de bien prononcer ses mots. Parce que sinon, Barack Obama, dans la vraie vie, il bégaye. Donc, c'est quelque chose que vous voulez faire, c'est ponctuer votre discours de phrases qui va accentuer l'importance de ce que vous dites. Évidemment, ne pas balancer à toutes les sauces. Si vous les utilisez trop, les pauses vont perdre de l'importance relativement à leur utilisation normale. Mais c'est ça, ça a deux avantages. Améliorer pondérer votre discours de moments clés et vous permettre de ralentir votre débit, mieux prononcer, penser à ce que vous allez dire, bref, rester posé. Puis, généralement, on vise vers 75 à 80% du débit habituel. Bon, là, je vous parle relativement rapidement, mais normalement, un discours, ça serait un peu plus lentement, parce que si on parle plus lentement, on capte un peu mieux l'attention des gens. Évidemment, il ne faut pas que ça soit trop lent non plus, sinon ça devient soporifique. Donc, c'est ça, pour résumer la structure, vous voulez quelque chose de fort au début,
quelque chose de fort à la fin, mais qui soit aussi versatile, pour pas que vous vous trouviez coincé à cause du temps. Ralentissez un peu votre débit, et puis utilisez les pauses, c'est vraiment clé, justement, pour pas vous enfarger dans vos propres mots, et à donner de l'importance à certains moments clés de votre discours. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires pour la structure? Non? Fantastique, on va tout de suite passer au contenu. C'est vraiment le point le plus sous-estimé de l'importance d'un discours. On a souvent en tête des discoureurs à la Macron ou à la Justin Trudeau qui font vraiment des phrases flamboyantes, mais sans jamais vraiment rien dire. Particulièrement dans un contexte comme une simulation des Nations Unies où vous représentez des délégués, vous n'êtes pas là pour faire de la dentelle oratoire. Normalement, si vous êtes à l'avance, pour essayer de convaincre les gens de ce que vous essayez de promouvoir. Premier truc, c'est important d'être diplomatique. Il y a ce qu'on appelle des droits de réplique. Dans le fond, si vous attaquez trop ouvertement une autre délégation ou un État ou un concept, peu importe, il y a des gens qui vont pouvoir vous répondre. Dans une simulation des Nations Unies, c'est important de justement respecter un certain contexte diplomatique. Les diplomates aux Nations Unies font très attention de ne pas essayer de choquer trop les autres délégations parce que le principe des Nations Unies, c'est que c'est des États qui dialoguent entre eux. Donc, des paroles trop hostiles pourraient carrément l'entraîner à des déclarations de guerre. Il y a eu des moments là, de haute tension dans l'histoire des Nations Unies où Gorbatchev tapait sur la table des Nations Unies avec son soulier en déclarant que des armes nucléaires, il sortait ça comme des pains chauds d'un four. C'est le genre de truc que vous voulez éviter parce que vous n'étant pas des hommes d'État, étant des diplomates, vous voulez vraiment apaiser les tensions le plus possible. Donc, c'est important d'être relativement diplomatique. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas envoyer chier poliment ou indirectement d'autres délégations. L'année passée, on avait eu un bel échange entre Israël et la Palestine qui, à chaque discours où l'un ou l'autre était à l'avant, s'envoyait des dards dans le dos, mais vraiment avec des choix de mots ou des intonations ou d'un vocabulaire qui, tout le monde comprenait, visait l'autre pays, mais jamais directement. Donc, c'est important de garder un esprit diplomatique là, dans ce que vous avancez. Vous n'êtes pas en tirade, vous êtes bien en train de faire un discours pour essayer de convaincre les gens de rallier votre cause. Il est important que ce soit constructif. C'est très facile là, de monter à l'avant, faire un discours pour dénoncer les problèmes. Oui, donc il n'y a pas d'eau dans le monde, les enfants meurent de soif, c'est un problème, le gouvernement ne fait rien, c'est grave. Le problème avec ces discours-là, c'est que vous montez à l'avant pour dire des trucs que tout le monde sait la plupart du temps et qui n'amènent à rien. Si vous êtes en plein milieu d'écrire un draft resolution en français, c'est... Un projet de résolution. Si vous êtes en train d'écrire un projet de résolution avec plusieurs autres délégations, quand vous montez à l'avant, faites la promotion de votre projet de résolution. Ou en plus, en début de simulation, faites la promotion de votre point de vue. Amenez quelque chose à la table auquel les autres délégations vont pouvoir se rattacher s'ils veulent se rattacher, puis si vous êtes assez convaincant. Donc, c'est important d'amener quelque chose de nouveau qui pourrait susciter l'intérêt des autres délégations, parce que si vous faites juste dénoncer un problème ou faire des paroles et des statistiques vides, les gens vont peut-être être d'accord avec vous, mais sur rien, il n'y aura pas de substance. Donc, c'est important vraiment d'avoir quelque chose à dire, de ne pas monter juste sur scène, juste pour monter sur scène. Finalement, au niveau du contenu, c'est important d'être flexible. Souvent, vous allez écrire des discours ou des bullet points que vous voulez amener à l'avant la prochaine fois que vous allez parler. Mais là, par le temps que la liste des orateurs roule, puis que ce soit à votre tour, la conversation est rendue vraiment différente. Il y a 45 minutes qui ont passé, vous avez eu une heure de caucus non modéré, puis les enjeux ont vraiment changé là, depuis que vous avez commencé à écrire. Donc, c'est important que si vous montez à l'avant, ce soit pour dire des choses qui reflètent l'état actuel des négociations, qui reflètent l'état actuel qui reflètent les enjeux qui sont présents dans les derniers discours, dans les derniers développements. Donc, si vous venez à l'avant pour présenter la position officielle de votre pays sur l'enjeu, mais que ça fait déjà plusieurs heures que la simulation est commencée, les gens vont remarquer là, que ce que vous dites n'est pas en accordance avec ce qui se passe. Puis donc votre discours n'aura aucune pertinence. Donc c'est important d'adapter le contenu en fonction de ce qui se passe dans la simulation.
très important. Y a-t-il des questions pour le contenu? Des commentaires? Feedback? Cool. Bon. Je vais faire quelques autres trucs que je trouve importants. Dans le fond, quand vous arrivez, déjà on va vous appeler on deck. En attente. En attente. Donc on va vous appeler en attente. Vous dirigez vers l'endroit qui va être désigné pour être en attente avant de monter sur scène. Tenez-vous droit. Si vous avez un papier ou quelque chose pour un aide-mémoire, tenez-le relativement droit aussi, comme ça, ou dans vos mains. Idéalement, ne pas pratiquer son discours en attente, pas être en train de lire comme ça. Vraiment, regarder le discours, avoir un professionnel, puis se tenir les épaules droites. Si vous avez une cravate, un nœud papillon ou un veston, le replacer. S'assurer qu'on a l'air aussi présentable que possible. Puis vraiment avoir l'air préparé à monter sur scène. Quand vous êtes appelé, montez aussitôt que prévu, aussitôt que possible, mais pas besoin de commencer le discours immédiatement. En fait, c'est recommandé d'attendre au moins quelques secondes. Déjà, le silence peut attirer l'attention des personnes qui peuvent être tombées dans la lune ou quoi que ce soit. C'est comme un silence malaisant, c'est une bonne manière de récupérer l'attention. Puis, surtout, ça vous permet de prendre votre souffle, vous poser, lire la salle, faire un peu d'eye contact. Et ensuite, vous pouvez commencer. Donc, attendre quelques secondes. Il n'y a personne qui va vous presser là, de commencer votre discours aussitôt que vous arrivez sur le pédestal. Ensuite, vous pouvez faire votre discours, comme avec tous ces trucs-là dont j'ai parlé. Quand vous le commencez, relativement important d'avoir une certaine formule de politesse. Il y a tout un côté très protocolaire au discours aux Nations Unies. Donc, honorable présidence, distingués collègues, avant de commencer. Puis après ça, vous pouvez déballer dans le contenu. Puis quand on dit ces trucs-là, honorable présidence, se tourner, regarder la présidence, distingués collègues, se tourner vers la salle. Ensuite, le discours en tant que tel, finir avec un merci. Ensuite, vous sortez, puis vous retournez à votre place. C'est des trucs protocolaires qui peuvent paraître superflus, mais c'est relativement important justement parce que Simulation des Nations Unies, ça a ce côté là, de protocole qui vient avec ça. On essaye d'imiter des vrais diplomates et les vrais diplomates fonctionnent de cette manière. Donc, ça ferait pas mal le tour de ce que vous voulez faire dans un discours devant une assemblée. Est-ce qu'il y a des dernières rondes de questions? Oui? Pouvez-vous juste m'expliquer c'est quoi le concept de délégué, journaliste, bénévole? Ok, ça c'était dans le formulaire d'inscription. Là, vous êtes tous inscrits en tant que délégué, vous avez tous fait la bonne chose ici. C'est juste qu'on a d'autres. Admettons, vous avez des amis là, qui se disent ah, ben moi je suis pas prête à être délégué, mais moi j'aime ça, écouter qu'est-ce qui se passe, ou qui étudient en communication, mais ils veulent venir voir tout ça, puis qui veulent apporter leur aide. Ben nous, on a un journal qui s'appelle les Diplodocus, qui couvre l'événement. C'est notre journal simulé autant qu'avec la simulation. Puis c'est ça, fait que les gens pouvaient s'inscrire aussi en tant que journaliste, puis ils pouvaient s'inscrire aussi en tant que bénévole, parce qu'on n'a jamais trop de bénévoles dans un événement comme ça. Là, vous n'allez pas être 15 personnes. J'ai pas regardé le nombre de personnes, j'ai pas compté, mais vous n'allez pas être juste ça. Là. Il y a comme 600 personnes qui sont inscrites et on va peut-être être 70 à peu près à la simulation. Fait qu'on a quand même besoin de bénévoles. C'est pour ça qu'il est écrit ça dans le formulaire. C'était juste pour ça. En parlant de journaliste, peut-être faire un rapide briefing sur les conférences de presse. Oui. Ouais, si tu veux, vas-y. Dans le fond, les journalistes, pendant la journée de dimanche, je crois. En fait, ça va être aléatoire, là, la conférence de presse. On va garder ça surprise. Mais dans le fond, les gens qui vont être bénévoles, qui vont se faire passer pour des journalistes, vont venir voir certains d'entre vous avec des questions. Vous n'allez pas savoir s'il y a des questions pour vous. S'il y a des questions pour vous, vous n'allez pas savoir c'est quoi. Donc, ça va être beaucoup d'improvisation de répondre à ces questions-là. Évidemment que vous voulez vous servir du temps que les journalistes vous donnent pour répondre, pour essayer de pousser votre propre agenda. 2 trucs pour ne pas avoir l'air fou, c'est d'avoir bien fait sa recherche sur le pays qu'on représente pour vraiment savoir de quoi il s'agit, puis d'avoir des idées de quoi on pourrait parler de déjà prêtes que vous pouvez sortir. Puis, deuxièmement, c'est de connaître les angles d'attaque qu'un journaliste pourrait utiliser pour votre pays. L'année passée, je représentais la Corée du Nord. Je me doutais bien là, que s'il y avait une conférence de presse, on allait venir me voir pour me poser des questions sur les camps de la mort en Corée du Nord et quoi que ce soit.
Donc, vous allez voir les positions officielles, les réponses officielles du gouvernement nord-coréen sur la question. J'ai répondu en fonction de ça. Si vous représentez le Malawi, ben, des bonnes chances qu'un journaliste vienne vous voir avec des questions sur le fait que votre population est la plus mal nourrie sur la planète. Si vous représentez les États-Unis, bonne chance qu'on vienne vous poser des questions sur comme la légitimité de votre président ou les actualités internationales des États-Unis. C'est à voir en fonction du pays que vous représentez. Il y a une plus grande tolérance aussi pour les conférences de presse, comme si vous bégayez ou vous cherchez vos mots, c'est comme plus correct, capotez pas, restez zen, puis faites juste répondre comme vous le sentez. En effet. Puis la dernière chose que je pense que j'ai peut-être à rajouter sur la conférence de presse, c'est que ça va être des questions en fonction du sujet. C'est clair qu'on ne va pas vous demander, on ne va pas aller voir la série et dire, fait que dans le fond, tu gazes ta population. Pardon? It happened. Ouais, mais ça, c'est normal. Mais, tu sais, on va quand même rester dans le cadre du sujet. Puis, ben, c'est des journalistes, c'est pas des diplomates. Fait que ça se peut qu'eux, ils utilisent des questions un petit peu plus gossantes. C'est la liberté d'expression, la liberté journalistique. Fait que ça se peut qu'ils soient un petit peu plus tricky sur vos réponses. Fait que vous allez devoir savoir comment répondre sur des questions qui sont houleuses. Par rapport à ça, qu'un diplomate ne vous aurait pas fait en avant parce qu'il n'y a pas le droit à cause de la diplomatie. Mais il n'y a pas de diplomatie avec des journalistes. Mais encore là, dans des situations comme ça, c'est là que, oui, les choses sont super importantes dans le discours, mais sont vraiment importantes sur les réponses improvisées aussi. Parce que d'arrêter 2 secondes, puis de juste comme, désolée, je cherche mes idées aussi, justement, ça permet de remettre les idées en place, ça permet de vraiment structurer un peu mieux votre réponse et non de juste essayer de vous débarrasser de la question rapidement et donc de peut-être commettre des erreurs. Ouais. Mieux vaut prendre 2 secondes pour penser à vos affaires, puis juste avoir l'air silencieux, puis ensuite avoir une réponse qui a du bon sens, que de répondre trop rapidement puis de dire quelque chose qui n'est pas conforme à votre diplomatie étatique ou quelque chose dans le genre. C'est clair aussi que plusieurs pays, ben c'est les phrases, je pense que je vous apprends rien de nouveau là-dessus, il y a toujours les phrases un peu comme qui remplissent les moments de vide, de dire merci, excellente question, la délégation de l'Afghanistan se sent considérée énormément par cette problématique. Clac! 10 secondes de passer, toi, tu as le temps de passer à quelque chose pendant ce temps-là, puis tu viens de dire absolument rien, mais que ça paraît bien pareil. Et que ça peut être des idées là-dessus sur comment répondre. À ne pas en abuser, par contre. Non, il ne faut pas que ce soit faut juste qu'il y ait une réponse derrière la réponse. Non, c'est ça. Fait que ceux qui l'ont direct, qui savent que c'est solide, ça peut toujours marcher, mais tu sais, le merci de la question, ça donne tout le temps 2 secondes, 3 quarts pour pouvoir penser à quelque chose aussi, puis ça permet de penser là-dessus. Mais je dirais, vraiment le plus important, c'est de rester calme, parce que la question que Laurence a dit, là, pourquoi vous gazez votre population, c'est vraiment une question que j'ai reçue l'année passée en étant à la série. Puis j'ai peut-être eu l'air folle, vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous plaît, mais j'ai vraiment essayé de rester calme, parce que c'est une question choc un peu qui n'avait pas tant que ça rapport avec la simulation non plus. C'est ça, ça est sorti de même, la journaliste est allée le plus cru possible, puis j'ai essayé de garder le plus possible mon calme, d'éviter la question aussi, des fois ça peut se faire, ça dépend c'est quoi le contexte, mais tu sais, vu que nous ça avait plus par rapport, j'étais allée un peu à côté de la question, je suis restée calme, j'ai dit merci de la question, prochaine question, merci. C'est vraiment un très beau défi, les conférences de presse, parce que vous allez préparer des discours quand même à l'avance pour justement exprimer votre position. Mais là, en conférence de presse, c'est là, il faut que vous trouviez une réponse. Donc ça peut être très stressant, oui, mais ça peut être très amusant également comme défi intellectuel aussi. Donc. C'est bon. Excellent. Puis, une autre chose aussi, là, aujourd'hui, on vous a parlé de quelques règles et procédures en disant, en vous donnant des termes techniques comme la présidence de l'Assemblée, comme je donne mon temps à la présidence, et tout comme ça. Vous allez tout pouvoir, comme on avait dit, on va avoir des informations sur les règles et procédures qui vont être quand même assez proches de la simulation, pour que ça vous reste frais à l'esprit. Ça se peut que pendant les autres formations, il y en a peut-être qui sortent sur les règles et procédures quand on va vous expliquer les choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est clair que là, ça va être réexpliqué aussi en formation, mais c'est normal un peu qu'il y a des termes qui sortent, puis que peut-être que vous regardez avec les points d'interrogation de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mange en hiver, mais c'est juste qu'on essaie de vous préparer un petit peu à petit peu. Puis là, quand vous allez entendre pour les premières fois un discours non modéré, vous allez savoir c'est quoi. Mais en fait, je vous dis tout de suite, là, c'est la période où c'est que les gens ont le droit de façon, sans être en avant, la façon formelle, c'est non formel. Donc, pour écrire les projets de résolution, là, ce qu'on a à fournir à la fin de la simulation, là, comme une loi
des Nations Unies sans que ça soit une loi, parce qu'on est aux Nations Unies. Et voilà, c'est une question. Mais, ouais, c'est ça. Mais c'est... Si c'est plus d'autres questions, ça va être tout pour moi. Ah ben oui. Dernière question. On avait à choisir 3 pays. Oui. Est-ce que c'est sûr qu'on va en avoir un des 3 propositions? On va essayer de On va respecter essayer le plus très possible. fortement, mais il y en a beaucoup qui mettent les 3 mêmes. Oui, c'est ça, des fois. Le Canada, la France, puis le Royaume-Uni. Les États-Unis, ça revient quand même souvent aussi. Et chaque personne représente un pays. Oui, c'est un pays par personne. Ok. C'est ça. Tout le monde va avoir un on pays, essaie le c'est plus sûr. possible de rester dans les 3 choix. On essaie le plus possible, puis sinon, tu sais, des fois, il y a des régions qui se dessinent avec le choix de pays qui a été donné. Fait qu'on essaie de donner comme un pays de la région qui n'a pas été donné à quelqu'un, puis des affaires comme ça qui restent quand même assez proches. Là. C'est clair que, puis s'il y a quoi que ce soit, on peut toujours en parler. Là. C'est clair qu'on Comme peut je rester- dis, si jamais vous avez des hésitations, vous vous dites, ah, finalement, j'aimerais essayer autre chose, mais je sais pas trop quoi, vous pouvez nous écrire aussi. Tu sais, on a quand même une idée de certains pays qui pourraient être intéressants avec notre thème, puis qu'on pourrait rentrer des drogues. Donc, si jamais il y avait une région qui vous intéressait, mais que vous ne savez pas quel pays exactement, vous pouvez nous écrire, on va vous conseiller là-dessus. Aussi, si vous mettez 3 pays producteurs dans votre liste de pays, on va essayer de vous donner un pays producteur parce que on va avoir compris que c'est ça que vous voulez, puis il n'est pas nécessairement un pays consommateur. Donc, qu'on peut aller dans ce sens-là. Si on n'est pas capable de vous donner un des 3 pays, vous allez voir. Mais dans l'idéal, tout le monde Pour ce qui est des discours oratoires, tout ça, ceux qui vont chercher des occasions de pratiquer avant la simulation, il y a 2 organisations à l'université qui font ça. Évidemment, le club de débat de l'Université Laval, dont je suis membre exécutant, on a une réunion tous les mercredis 18h30 au 1451. Page Facebook du club de débat de l'Université Laval peut vous aider à avoir les réunions. Sinon, si vous cherchez vraiment juste pratiquer plus la forme, il y a aussi le club Toastmasters de l'Université Laval qui peut vous aider à pratiquer ça aussi. Oui. Articulation tous. J'ai pas bien. Le club Toastmasters. Oui. C'est ça, ils font moins des débats, plus des discours. Mais dans les 2 cas, dans le fond, ça peut vous donner de la pratique à parler devant des gens et donc vous aider à vous familiariser là, autour devant les foules. Tu as une question? Ben, il va y avoir aussi, là, si vous rajoutez, là, pour pratiquer un petit peu les discours, là, on va faire des espèces de pratiques, là, comme Laurence a parlé tantôt. Fait que ça va vous permettre de mettre un peu en évidence, de pratiquer, de voir est-ce que vous avez plus de difficultés avant que la simulation commence. On a une des formations qui est vraiment plus sur le côté pratique, le côté technique. Donc, si vous voulez préparer un petit discours sur un sujet au choix pour vous pratiquer aussi avant la simulation, ça va être l'occasion de le faire. On va pouvoir donner des commentaires, donner des idées, des petits trucs aussi. Non, c'est ça. C'est vraiment... On va vous faire aussi des pratiques de différents types de discours, fait que comme ça vous allez être bien préparés. On vous envoie pas tout cru comme ça dans la gueule du loup, même si on est accessible. Oui. L'Université Laval, c'est juste nous ou est-ce qu'il y a des autres? Il y a des gens d'autres universités, il y a des gens même du cégep, il y en a qui viennent de Matane, qui vont venir, des étudiants du cégep qui vont venir pour participer. Il y en a qui sont de l'Université de Montréal qui vont participer. Fait qu'il y a un peu partout. Dans les prochaines années, on va peut-être avoir vraiment partout, à peu près, ça serait le fun, ça serait un des rêves de la simulation, je pense, d'avoir la francophonie soit du Canada ou soit de l'Amérique du Nord au complet, ça pourrait être intéressant. Mais là, pour commencer, c'est clair, le projet, il y a juste 5 ans, fait que c'est majoritairement le monde de l'Université Laval, mais dans notre nom, à l'Université Laval, c'est pas parce que c'est du monde de l'Université Laval, mais bien parce que ça se déroule à l'Université Laval, la simulation. Exact. Germaine? Je voudrais savoir quand est-ce qu'on aura le choix, puisqu'on avait pris 3 pays. Le choix, c'est ça. Les formations les inscriptions se finissent officiellement le 1er février. Nous, on finit aussi en même temps le guide de recherche qu'on va vous présenter avec des questions de recherche, avec des questions, un questionnaire pour pouvoir vous diriger dans votre ligne directrice de pays, tout ça. Puis en même temps qu'on va vous donner le guide de recherche, on va vous donner aussi votre choix de pays pour pas que vous lisez ça puis pas avoir en tête, en arrière, le pays que vous avez, puis plus vous concentrer peut-être sur la région du monde qui est à côté, qui est connexe à votre pays, en fait. Fait que c'est ça. Mais grosso modo, ça va être dans la première semaine de février à peu près que vous allez recevoir tout ça. Puis fait que la prochaine formation, vous n'allez pas avoir encore votre pays, mais l'autre d'après, c'est quasiment ça, vous l'avez. Exact. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Jusqu'à présent, il y a combien de participants?
de participants. J'ai 94 inscrits. Non, attends un peu, excuse-moi, j'ai 87. Ouais. En tout cas, on est dans la 90e, mais c'est clair que ça va plus s'en aller vers le 70 qui vont avoir payé tout ça vers la fin. Puis d'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas fait, je sais que la majorité ici l'ont fait. Là, vous avez toujours la possibilité d'aller voir un des membres de l'exécutif pour pouvoir payer ce soir, c'est 60$ en passant. Sauf ceux qui l'ont déjà fait. Puis ceux qui ont déjà payé, bien entendu, ça ne vous concerne pas. Puis ceux qui vont nous écouter en ligne aussi, n'oubliez pas, vous pouvez le faire aussi par Internet. Fait que ça peut être pratique, puis comme ça, pas besoin d'aller retirer de l'argent pour faire ça. On a aussi des heures de permanence à notre local. Oui, de au travail. 54-27, qui est tout en haut. Dans le fond, le plus simple, c'est que vous prenez l'ascenseur qui est direct pour la porte de sortie d'en arrière du Doconin, puis vous montez jusqu'au 5e étage, on va être vraiment à côté. Si vous avez des questions, des affaires comme ça, on est ouvert sur le midi, en fait de 11h à 13h, puis on est ouvert de 15h à 17h si vous voulez venir nous voir ou poser des questions. Et voilà. Je vais y aller. Passez une bonne journée. Et au plaisir de vous voir à la simulation. Merci. David. Fait que c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Good. Bon, ben, c'est adjourned.